C'est bien dommage, notre second invité n'a pas pu nous rejoindre à temps. Laurent Delors Faton, analyste politique et spécialiste des questions de communication politique, n'a pas pu arriver dans nos studios à la bonne heure. Malheureusement, le temps passe et l'émission ne peut attendre. Nous sommes donc obligés avec notre seul invité présent pour le moment, Omar Salouf, d'enclencher cette discussion. Omar Salouf va avec nous opiner sur le congrès constitutif de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'était au départ le 4e congrès extraordinaire de l'Union pour le développement du Bénin nouveau. Et aujourd'hui, c'est le congrès, en tout cas c'est le parti qui est né de cette assise, toujours avec à sa tête l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. C'est une actualité qui n'a pas laissé les organes de presse indifférents et sans doute Omar Salouf a-t-il un mot à nous dire là-dessus. Omar Salouf, bonjour et merci encore une fois d'accepter notre invitation. Bonjour James et bonjour à toutes et à tous. Avec vous donc, le sujet principal en fait, c'est l'examen de licence pour les établissements privés d'enseignement supérieur, un chantage à l'homologation, point d'interrogation, c'est une interrogation donc. Mais avant, voilà, vous avez suivi comme nous ce week-end l'Union pour le développement d'un Bénin nouveau de l'honorable Claudine Prudencio s'est réunie pour son 4e congrès extraordinaire. Il en est sorti un nouveau parti, UDBN toujours comme sigle, mais désormais Union démocratique pour un Bénin nouveau. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette action du parti de l'honorable Claudine Prudencio? Oui, merci beaucoup. Je dois avouer que, comme je le disais, j'avoue que depuis que l'information est arrivée, je n'ai pas du tout commenté parce que je suis resté sans voix parce que, premièrement, il s'agit d'une décision audacieuse. Audacieuse en ce sens que on entend dire depuis quelques jours, depuis quelques semaines que le chef de l'État aurait rassemblé la majorité présidentielle pour leur dire que tous ces partis-là qui vont le soutenir doivent lui présenter leur lettre ou bien leur acte de décès en griffe de ces partis-là et s'engager pour 10 ans au moins à ne pas utiliser les attributs de ces partis-là et à ne utiliser que les attributs des nouveaux regroupements politiques qui vont le soutenir. Et en parlant de nouveaux regroupements politiques, le chef de l'État aurait précisé à ces soutiens-là qu'il n'en veut que deux blocs qui vont le soutenir lors des prochaines élections législatives, communales, locales et même présidentielles. Donc, dans ce contexte-là, entendre l'UDBN se démarquer, c'est une grande première. Et là, je suis resté sans voix parce que elle a en même temps, et la présidente Claudine Prudencio a en même temps réaffirmé son soutien aux actions du chef de l'État. Et donc, ce qui m'enchante le plus, c'est la décision. C'est la décision de soutenir en même temps les actions du chef de l'État et de rester fidèle à ses propres idéaux, à ses militants. Et dans son discours, je l'ai entendu dire qu'elle n'a pas le choix et qu'elle n'a autre choix d'ailleurs que de se conformer à la décision de la base. Et je crois que la nouvelle dénomination de l'UDBN prend tout son sens là. Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est-à-dire, c'est la démocratie à la base, c'est la démocratie dans le militantisme. Et le parti politique, c'est le lieu par excellence de l'expression de la démocratie. Donc, tous ces aspects réunis me font dire que il y a beaucoup de choses qui vont se passer, qui s'apprêtent à se passer. Et par rapport à l'UDBN dans cette arène politique nationale et dans cette arène de la mouvance, ils doivent s'attendre aussi à des représailles venant de toutes parts. Mais avant de parler des représailles, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a promis, a dit avoir fait ce choix, surtout parce que les militants et militantes de jeunes et les femmes
en dehors de ce choix du parti, n'aurait pas pu se présenter aux élections si on était allé dans un bloc. Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation de la présidente et de l'ensemble des militants de l'UDBN d'ailleurs? Oui, vous savez, quand j'ai entendu la présidente parler, elle a utilisé une expression qui est tout aussi courageuse. Elle dit que l'UDBN a décidé de vivre, a décidé de ne pas mourir. Si c'est exactement ce qu'elle a dit. En tout cas, en substance, c'est ce qu'elle disait. C'est-à-dire qu'en allant dans un bloc, l'UDBN n'existera plus. L'UDBN n'aura plus des actions personnelles, c'est-à-dire l'UDBN va se confondre, va se dissoudre en quelque sorte. Tout à fait. Mais quand on a un engagement politique, quand on a une conviction politique, quand on a la volonté de faire les choses, on n'a pas forcément besoin de se dissoudre, on n'a pas forcément besoin d'aller sous le couvert d'autres dénominations. L'UDBN a forcément fait ce choix en se basant sur plusieurs aspects. C'est vrai que sur l'actuel et sur l'échiquier national, l'UDBN n'a pas encore 20 députés, n'a pas encore 30 députés ou 10 députés, mais c'est une ambition, c'est une volonté. Ils ont la volonté d'avoir 10-15% sur l'échiquier national, ils doivent travailler pour. Donc, en décidant de ne pas aller sous le couvert de peut-être du groupe dynamique unitaire ou du groupe du bloc progressiste, ils ont mesuré certainement les enjeux. Ils ont vu que en se faisant, ce serait comme du suivisme. C'est-à-dire le chef de l'État aurait dit, nous aussi nous allons nous conformer. Ce serait purement du suivisme et c'est hors de toute conviction, c'est hors de tout engagement personnel. Voilà. Et finalement, l'UDBN, comme vous l'avez dit, risque de subir des représailles. Vous attendez ces représailles de la part des partisans du chef d'État, ceux qui ne seraient pas contents de voir l'UDBN se démarquer, ou bien de la part du chef d'État lui-même qui pourrait piquer une colère par rapport à cette situation. Oui, et par rapport au chef de l'État, vous aurez constaté que je mets tout au conditionnel parce qu'il n'y a pas une version officielle disant que le chef de l'État a effectivement donné injonction à donner cet ordre-là à ses soutiens pour aller exclusivement dans 2 blocs. Mais les représailles viendront surtout de ceux-là qui sont soutiens du chef de l'État et qui ont intérêt à ce que les 2 blocs se constituent. Ils ont intérêt parce que en constituant les 2 blocs, ils seront les mieux positionnés, ils seront tête de liste, comme on le dit, tête de bataille, ils seront les mieux en vue, et donc ça ne va pas enchanter, ça ne va pas faire plaisir à ceux-là, ça ne va pas encourager ceux-là à aller dans leur objectif. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est est-ce qu'il faut forcément aller dans 2 blocs pour gagner les élections? C'est vrai que beaucoup de blocs, beaucoup de soutiens risquent d'émietter les voix, mais 2 blocs, c'est pas forcément, je pense que c'est peut-être trop restreint. C'est peut-être trop peu vu les batailles à venir, vu ce qui s'annonce pour ces élections-là. Et donc, représailles, s'il doit avoir, ça doit être forcément de ceux qui sont partisans de 2 blocs et qui ne veulent voir que effectivement 2 blocs. Donc, quand toi, tu n'es pas dans ce bloc-là, tu es comme un opposant dans la mouvance. C'est comme ça, il faut dire les choses. C'est comme si tu es un opposant dans la mouvance et ils doivent peut-être tout faire pour en finir avec cette opposition dans la mouvance,
pour ne avoir que effectivement 2 blocs pour aller aux élections. En tout cas, il semblerait que l'UDBN soit prête à assumer son choix. C'est ce que les membres du parti ont dit à l'occasion de leur congrès. Nous en arrêterons là pour ce sujet. Pour parler enfin du sujet qui nous intéresse le plus aujourd'hui, ce sont les examens nationaux de licence et master dans lesquels les étudiants finissent de composer cette semaine. Normalement, cette fin de semaine, ça devrait être terminé pour les examens nationaux de licence qui étaient prévus pour durer une dizaine de jours. Et aujourd'hui, la question qui se pose toujours est de savoir, vous avez vu comment les choses sont passées l'année dernière, il y a eu énormément de contestations, plusieurs établissements ont refusé de participer. Cette année, la quasi-totalité des établissements se sont rangés, sont en train de se conformer. Déjà, est-ce que ces examens de licence et de master étaient vraiment nécessaires pour le niveau d'enseignement dont nous parlons? Oui, d'abord, vous avez dit que la première année, c'était des contestations. Cette année, la quasi-totalité. J'irai plus loin, je dirais que l'année prochaine, ce sera la totalité de ces établissements privés-là. La totalité va adhérer à la réforme. On n'a pas entendu de contestation. Hein? Il n'y a pas eu du tout de contestation. Ça veut dire que ces établissements privés-là ont jugé opportun la réforme. C'est un environnement un peu délicat, l'enseignement supérieur, mais il faut quand même réformer. Il faut quand même faire les choses de façon à ce que notre pays ait une certaine image. J'ai entendu dire que le Bénin est en train de perdre ses lettres de noblesse en termes d'éducation, en termes d'enseignement, et que par le passé, nous étions un exemple. Beaucoup d'autres pays, beaucoup de ressortissants d'autres pays aiment venir au Bénin pour étudier parce qu'ils trouvent un certain sérieux. Mais depuis un certain temps, les gens ne viennent plus comme avant. Pourquoi? Certainement parce que les choses ne vont plus bien, les choses ne se font plus comme ça devait être fait. Et donc, il faut réformer. Ça ne veut pas dire que c'est l'enseignement supérieur privé seul qui en est responsable. Mais il faut commencer par quelque part. Et l'autre chose aussi, c'est que, vous savez, ces enseignements supérieurs, excusez le terme, c'est parfois purement commercial. Les gens ont les établissements privés, mais le but principal, c'est de faire le maximum de profit. Et dans cette quête de gain ou de profit, tous les moyens sont peut-être bons. Vous n'êtes pas sans savoir, je ne vous apprends rien, on dit souvent qu'il y a telle personnalité qui allait acheter le diplôme dans telle école privée. Il n'est pas étudiant, mais il a donné de l'argent. Il faut le dire en termes clairs, il a donné de l'argent pour avoir le diplôme. Et telle autre personnalité ou tel autre individu, il a contacté le directeur, ils se sont entendus et puis on lui a signé un diplôme. Dans ce contexte-là, je crois que ce n'est pas bien pour notre pays. Et ce n'est pas non plus bien pour ces enfants de pauvres-là qui ont honnêtement étudié, qui ont eu le diplôme, mais qui, n'ayant pas un soutien politique ou un soutien quelconque, n'ont pas accès à l'emploi. Et donc, quelqu'un qui a fait fortune dans quelque part vient, débarque et à coup de millions ou à coup de centaines de mille, obtient un diplôme et continue de progresser alors que les autres sont là. Je crois que c'est des choses, c'est des aspects qu'il faut tenir en compte et pour forcément réformer, parce que aller aux examens de licence, ce n'est pas l'objectif premier, ce n'est pas pour punir ou bien ce n'est pas pour supprimer un certain nombre d'établissements privés d'enseignement secondaire. C'est pour supérieur, pardon. C'est pour donner en réalité plus de crédibilité à ces établissements-là, plus de notoriété à ces établissements, de façon à ce qu'ils font davantage le travail qu'ils font. Parce que quand tu es vraiment sérieux, tu ne dois pas avoir peur de présenter tes étudiants. Tu ne dois pas avoir une certaine crainte de présenter tes étudiants pour les examens de licence ou de master. Et vous convenez sans doute avec moi qu'il y avait de nombreux établissements d'enseignement supérieur privé qui
ne faisaient pas les choses dans les normes. Les programmes étaient très disparates de part et d'autre. Et voilà, on demande à ces établissements-là d'amener leurs étudiants pour venir plancher tous devant les mêmes épreuves, alors que le programme, à la base, n'a pas été concocté par le ministère, n'a pas été validé par le ministère, ou même s'il y a eu des travaux qui auraient dû aboutir à des validations de programmes, on n'a jamais véritablement contrôlé si le programme validé était le programme mis en œuvre. Et puis, on demande, comme qui dirait, à un éléphant et à un poisson de venir traverser une rivière au même moment, alors que leurs capacités et leurs aptitudes ne sont pas les mêmes, et on veut les juger sur cela. Je crois qu'ici, il s'agit de l'enseignement, il s'agit du haut lieu de savoir, d'enseignement tout court. Et donc, qu'on soit poisson ou éléphant, on est à l'université pour être apte. On sort de l'université pour être apte dans le domaine pour lequel on a fait une option. Et donc, quand on est établissement d'enseignement supérieur et qu'on ne fait pas les choses bien, on ne peut que dire que les choses sont... on ne peut que juger l'enseignement et les examens de licence et quel mot on ne peut que mal juger ces examens-là. Sinon que quand on est étudiant, dans une filière donnée, il y a un minimum à acquérir, il y a un minimum d'enseignement à avoir, il y a un minimum de savoir, de bagage intellectuel à acquérir pendant 3 ou 5 ans. Et donc, quand les choses ne se font pas de cette manière, c'est là qu'on est obligé d'avouer, parce que c'est un aveu aussi, d'avouer que les étudiants n'ont pas les mêmes chances. Les étudiants devraient avoir les mêmes chances dans les mêmes filières parce que il y a une certaine norme. Et en droit, par exemple, il y a une certaine norme, en sciences, quel que soit le domaine, il y a une certaine norme à respecter. Mais il s'est fait qu'avec le temps... Quand les établissements privés réduisent le quota horaire qui devait être de 30 heures par ici pour ne pas payer beaucoup d'argent aux enseignants, on le réduit à 20 heures. Finalement, le bagage intellectuel nécessaire à transmettre aux étudiants n'est pas le même. N'est pas le même et l'enseignement est carrément biaisé. Donc, dans cet imbroglio-là, on ne peut que réformer, effectivement. Il y a sûrement des choses qui sont allées un peu trop vite, mais il fallait quand même réformer, il fallait quand même mettre un arrêt à la pagaille. Il faut le dire ainsi, à la pagaille, il fallait que les choses rentrent dans l'ordre pour que le Bénin, qui aspire à être un grand pays, sans l'enseignement, sans l'éducation, je crois que ce serait de 20 mots. Ce serait de 20 efforts que nous allons faire. Et puisque nous devons nous lever, nous devons nous prendre en charge nous-mêmes pour relever notre pays, il faut que ça commence. Alors, Omar Salouf, vous avez jugé de l'opportunité de cet examen. Il se fait que l'année dernière, on l'a déjà dit, plusieurs établissements ont refusé de participer. Cette année, ils participent. Et en même temps, il y a un processus qu'on a appelé l'homologation des établissements privés d'enseignement supérieur qui est en cours. Et le fait de faire participer les examens est devenu l'une des conditions, parce qu'on veut voir le niveau des étudiants, l'une des conditions pour valider cette homologation. Est-ce qu'on n'a pas trouvé par là un moyen de chantage pour obliger ceux qui étaient réticents à aller aux examens? D'abord, je dois dire qu'il y a quelques années que ça a commencé, on dit diplôme accrédité par l'État, co-signé par l'État. On disait que c'est co-signé par l'État et pourtant quand il y a un concours, quand il y a une compétition, il y a un examen ou un concours national, on n'autorisait pas ces établissements-là, les étudiants de ces établissements privés-là, à compétir. Il y a un véritable paradoxe. L'État même qui dit qu'il a signé le diplôme refuse d'accepter le diplôme. Donc, il y a une certaine pagaille. J'irais même jusqu'à dire que l'État était même complice de cet état des choses, parce que quand vous acceptez de signer, vous devez accepter
et de laisser les étudiants aller. Laisser les étudiants aller. Maintenant, c'est sûrement cette pagaille-là qui a amené la nouvelle équipe à dire qu'avant qu'on en arrive à ces co-signatures-là, à ces homologations-là, il faut suivre ces établissements pendant un certain temps. Et je n'y vois pas du chantage. Et j'y vois surtout plutôt un certain sérieux et à faire les choses un peu mieux, parce que si on disait par exemple que à partir de cette année, tous les établissements qui ont accepté d'envoyer leurs étudiants auront systématiquement l'homologation de l'État, je crois que ce sera aller trop vite, ce sera sans faire les choses comme il faut, sans prendre le temps d'étudier ces établissements-là, histoire de leur donner toute la crédibilité qu'il faut. Voilà. Mais l'autre chose que je tiens à préciser, c'est que quand on va arriver à homologuer ces établissements-là, il faut que le suivi soit continu, soit de tous les temps. Parce que on s'est efforcé à avoir l'homologation, on peut à la suite croiser les bras et dire qu'on a déjà l'homologation. Justement. Oui, on a déjà l'homologation, donc plus rien ne peut nous arriver. Justement, et c'est cela qui consultait ma question suivante. 3 années de suite, les examens seront organisés. On aura vu l'établissement dont les étudiants sont à la hauteur. On aura donné des recommandations certainement pour les autres et on aura donc homologué un certain nombre d'établissements, quitte à permettre à d'autres de les rejoindre plus tard. Mais les établissements homologués, avec la suppression à la fin des examens, quels sont les moyens de contrôle que le ministère peut encore avoir pour savoir si véritablement ce qui a été recommandé est en train d'être appliqué? Et j'ose croire que les responsables des ministères concernés sont suffisamment avertis oui, pour ne pas tomber dans ces travers-là, pour ne pas tomber aussi facilement et pour ne pas se voir échapper ces détails. Et je crois qu'ils doivent mettre en place des critères de performance, des critères d'évaluation à la fin de chaque année. C'est ce que, si ce n'est pas de façon systématique, de façon systématique, à la fin de chaque année universitaire, on doit envoyer les équipes s'il faut pour les audits, pour les contrôles et même il ne faut pas même attendre la fin de l'année. Au cours de l'année scolaire, il faut régulièrement que les équipes des ministères-là passent dans ces établissements-là pour s'assurer de ce que l'année universitaire se passe normalement avec les quotas horaires qu'il faut, avec l'équipement qu'il faut, avec tout le sérieux qu'il faut. Les enseignants de niveau. Les enseignants de qualité. Il ne faut pas prendre un enseignant ayant la licence pour enseigner les épreuves ou bien les cours de la licence. Il ne faut pas prendre un enseignant ayant juste le master pour enseigner en master. Il faut une certaine norme, il faut un certain sérieux. Et je crois que les ministères concernés doivent mettre tout le dispositif en place pour que ça ne soit pas juste 3 ans, que ça ne soit pas juste 5 ans, que ça ne soit même pas juste le temps que Patrice Talon passera au pouvoir. Absolument, ou que son équipe passera au pouvoir, que ça soit perpétuel, quel que soit le gouvernement, et ça se passe ainsi et dans le temps, et que ça se passe ainsi et que de façon à ce que notre enseignement, que ce soit du public ou du privé, retrouve ses lettres de noblesse. Ce devrait peut-être être inséré dans la loi parce que c'est peut-être le seul moyen de perpétuer le contrôle sur les établissements privés d'enseignement supérieur. Maintenant, une dernière chose, les établissements privés d'enseignement supérieur qui auront obtenu l'homologation pourront certainement permettre à leurs étudiants de participer leur diplôme, de participer au concours, mais il y a eu une période de flottement. Je sais que vous n'êtes pas un cadre du ministère, mais il y a une période de flottement depuis l'arrivée au pouvoir du régime Patrice Talon. Les diplômes qui devaient être co-signés dans cette période-là ne l'ont pas été. Donc, il y a 2 générations, me semble-t-il, d'étudiants qui n'ont jamais eu leur diplôme et qui sont là, qui ne peuvent ni exhiber
de diplôme co-signé par le gouvernement, ni participer à ces concours-là à l'avenir. Que deviendront ces gens-là, puisqu'ils n'ont jamais obtenu leur fameux diplôme, mais ils se contentent d'attestations délivrées par les établissements? Oui, pourquoi ne pas systématiquement envoyer ces étudiants en attente composée? Ils ne sont pas en attente, ils ont été diplômés dans la période, et puis à une époque où les diplômes devaient être co-signés, à l'arrivée au pouvoir de Mme Atanasso en compagnie du président Talon, on a dit on sursoit d'abord pour vérifier la qualité de l'enseignement que ces gens-là ont reçu. Je connais des cas, ils se sont même plaints ici à IDN TV, on a fait un reportage. Ils n'ont jamais eu le diplôme et ça fait 2 générations au moins. Oui, je crois que, bon, je crois bien que les choses doivent rentrer dans l'ordre. Peut-être qu'ils sont en train de prendre le temps, puisque vous avez dit, je ne suis pas cadre du ministère, peut-être qu'ils sont en train de prendre le temps de régler d'abord par rapport aux examens de licence et de master, et puis se pencher après sur le cas de ceux-là dont vous parlez. Puisque de toutes les façons, ces cas-là sont infimes par rapport à la grande masse qui doivent participer aux examens de licence et de master. Donc, je ne dis pas qu'ils sont en train de faire de ces cas un dernier souci, mais ils auront certainement le temps de revenir pour régler définitivement ce problème, parce que de toutes les façons, il est dit qu'ils ont étudié et qu'ils ont leur diplôme. Il va falloir qu'on leur permette de valoriser leur diplôme et de se trouver un emploi avec leur diplôme. On peut espérer aussi que les étrangers qui viennent étudier au Bénin reviennent massivement. Oui, parce que quand l'environnement est assaini, il va de soi que ceux qui étaient restés dubitatifs, ceux qui étaient restés à se poser de questions par rapport à la crédibilité de notre enseignement, il va de soi que ceux-là reviennent. Il va de soi que qu'on puisse dire que voilà, et les choses vont mieux maintenant au Bénin. Il faut que j'aille au Bénin étudier, parce que dans la sous-région ouest africaine, peut-être c'est le meilleur environnement pour étudier, pour avoir de bons diplômes. Oui, mais en même temps, Omar Salouf, nous avons la possibilité, nous courons aussi le risque de perdre une partie d'étudiants qui, attirés par la facilité et qui s'est installés dans certains établissements privés d'enseignement supérieur pendant une certaine période, ont commencé également à venir massivement au Bénin. Donc c'est un bien pour un mal ou un mal pour un bien. Oui, bon, excusez-moi, il ne faut pas dire que c'est tant mieux. Tant mieux, parce qu'on se serait alors débarrassé de ceux-là qui aiment uniquement la facilité, qui ne veulent que la facilité pour avoir les diplômes. Et quelqu'un de sérieux va venir au Bénin et précisément parce qu'il y a du sérieux qui se fait, et non parce qu'il y a une certaine facilité qui est en fait, il y a une certaine possibilité d'avoir les diplômes sans faire des efforts et même rester couché chez soi et avoir les diplômes. Donc s'il y a des gens qui n'apprécient pas cette réforme, ils peuvent aller voir ailleurs, comme on le dit, tout simplement. Voilà, c'est l'occasion pour le Bénin de redorer son blason, de retrouver ses lettres de noblesse, ce qui a fait du Bénin à une certaine période ce qu'on a appelé le quartier latin de l'Afrique. Les réformes mises en place et mises en œuvre par Mme Marie-Odile Atanasso, ministre de l'Enseignement supérieur, se poursuivent avec assiduité. Nous aurions peut-être eu un autre son de cloche de Laurent Delors Faton, mais il n'a pas pu nous rejoindre à temps. Nous savons les difficultés qui peuvent être celles de nos invités pour nous rallier, mais nous en excusons quand même auprès de nos téléspectateurs et de nos auditeurs. Omar Salouf, rédacteur en chef de Émergence Info. Merci infiniment à vous. Encore une fois, vous avez accepté de faire le déplacement pour analyser avec nous 2 sujets d'actualité, le congrès de l'UDBN et les examens nationaux de licence et de master pour les établissements privés d'enseignement supérieur. À très bientôt. Oui. Merci à vous et ce fut un plaisir. À très bientôt donc pour de nouveaux débats.